Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo, il me semble, concernant l'électricité et plus particulièrement les transistors. Donc, l'objectif dans cette vidéo va être de poursuivre la série d'exercices que nous avions commencé. Donc, nous avions fini en parlant d'un petit peu de cours, des états bloqués, saturés, etc. La meilleure chose à faire, à mon avis, c'est de faire des exercices d'application pour bien tout avoir en tête. Donc, je vais rajouter un exercice. Donc, l'exercice est le suivant. Et il s'inscrit du coup dans la lignée directe de ce qu'on a pu voir auparavant. Donc, on a le graphe. Alors, on voit qu'il est un peu du même type que ce qu'on avait eu dans cet exercice-là. Et donc, je pense que ça va être un exercice qui va nous demander de retomber un peu sur les mêmes choses. Alors, donc, la première question, c'est quel type de transistor? Alors, là, moi j'aurais tendance à dire que c'est simplement on va voir ce qu'ils attendent par transistor, par type. Donc, c'était un transistor bipolaire. Et en plus de ça, un transistor NPN. On nous dit qu'il existe deux types de collecteurs dans le cours. Bon, ok. Mais comment est-ce qu'on appelle... oui, donc, il ne faut pas confondre. Alors, on a deux types, NPN, PNP. Ou PNP. Ensuite, des régimes de fonctionnement. On a linéaire. Bloqué et bloqué, saturation. Et après, on a les états. Ah oui, en fait, en gros, on a ensuite trois, comment dire, ah oui. Bon, je vais demander ce qu'on me récapitule, fonctionnement, les différents fonctionnements et les différents états pour un transistor. Bon, c'est pas directement posé, mais ça se trouve, ça sera dans les exercices suivants ou dans un autre exercice. Donc, différents régimes de fonctionnement, régime et état d'un transistor bipolaire. Hop.
les régimes de fonctionnement du transistor bipolaire. Un transistor bipolaire est un composant semi-conducteur, bon ça on sait. Il est principalement utilisé comme interrupteur commandé ou comme amplificateur de courant. Son fonctionnement se divise en 3 régimes distincts, déterminés par des tensions appliquées à ces bornes et les courants qui les traversent. Régime de blocage ou état bloqué. Ok. Régime linéaire ou actif pour amplificateur de courant. Et régime de saturation ou état saturé pour interrupteur fermé. Ok. Donc, à la première question, je dirais transistor NPN. Ensuite, tracer l'hyperbole de dissipation maximale de puissance. Alors, la puissance dans un dipôle, P égale U fois I. Du coup, nous, ça nous intéresse sur VCE. Mais ça m'étonne un petit peu. Comment fait-on? Alors, j'ai la solution sous la main. Donc, tac. Tac. Bon, ok. Donc, en effet, on s'attendait à transistor bipolaire NP. Alors, l'un des moyens mnémotechniques, c'est que ici, la flèche ne pénètre pas dans le transistor, et du coup, c'est ne pénètre, alors que si elle rentrait, ça aurait été pénètre. Alors, on nous dit que ça, effectivement, c'est juste, mais P égale P max égale 600 milliwatts, d'après l'énoncé. Et au vu de bêta, on prendra IE égale IC. OK. Et c'est égal à VCC fois ICC. Alors, VCC, on a la tension en haut. Ici, vous voyez que c'est marqué VCC juste là. Mince. Donc voilà. Hop. Et ICC, alors est-ce qu'on l'a fléché? Oui. IC, alors je suis pas sûr que c'était ICC, oui non, c'est juste IC. Hop. Donc VCC égale IC.
Donc je sais pas pourquoi on s'intéresse uniquement à cette résistance. Mais en tout cas, apparemment c'est marqué dans le cours. Donc on va aller voir ça. Hyperbole. Tracer l'hyperbole de dissipation maximale de puissance. Alors, il y avait un truc qui ressemblait un peu. Hyperbole de dissipation maximale Pmax. Ok. Donc c'était... je sais pas si on l'avait dessiné. Non, mais en tout cas sur le graphe, ça apparaît. Apparemment, on ne nous donnait pas plus d'informations pour calculer Pmax. Donc, on va demander de l'aide. Tac. Tac. Mais alors, comment calculer? Ah en fait, oui. VCC. VCC, comment le calculer? VCC dépend de RC. VCC, il y a le 16 volts en fait. Ça va être vite fait. Et on a IC. Donc, alors, est-ce qu'on prend sur VCE? Il me semble que oui. On va prendre la calculatrice. Et on va donc faire 16 volts fois VCC. Donc VCC, c'est... 16 volts fois IC. Donc IC, par exemple, on peut prendre que c'est 20 fois 10 puissance moins 3 ampères. Ça nous donnerait 0,32. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance. Du coup, où est-ce qu'elle s'exprime? C'est une bonne question. Alors, j'essaie de trouver dans le cours ce qu'on nous dit. « 16... 40... 32... » On va voir ce qu'on nous a dit. Donc, en gros, la puissance maximale que le transistor peut dissiper sans être endommagé est 600 milliwatts, soit 0,6 watts. Cette puissance est le produit de la tension et du courant qui la traverse. L'équation... Ah oui, donc en fait... Si V et si VCE égale 5 volts, si on se place au milieu là, alors 0,6 divisé par 5 égale à 0,12 égale à 100, 0,12
ampères soit 120 milliampères. En gros, s'il y a moyen de faire des pointillés, on dirait pas. Mais du coup, si on se place comme ça, tac. Tac. Ensuite, donc on fait Pmax divisé par VCC. VCE. Mais du coup, quel est le lien? Cette puissance est le produit de la tension à ces bornes. Qu'est-ce que je mettais dans mon cours? Ouais, non, ok, bon. Soit, donc ça fait 16 divisé par ensuite 8 volts. Tac. Et donc là, ça fait 2. 16. Ah non, c'est 0,6, pardon. 0,6 watts. Donc ça fait 0,75. Donc là, on a 70. 75 doit être par là. Ok. Du coup, on doit se trouver par là. Je vais les repérer comme ça parce que sinon ça va pas le faire. Donc ensuite à 10 volts. On est à 60 milliampères. Ok. Maintenant à 12 volts. On est à 50 milliampères. Tac. Et maintenant à 15, à peu près ici. On est à 50 milliampères. À peu près. Donc on est ici. Donc si on dessine notre... On joint ces points-là, on obtiendra à peu près notre courbe de dissipation maximale. Ok. Pour le montage donné, la droite de charge... Ça, c'est pour la question suivante. Donc, on a tracé l'hyperbole de dissipation maximale de puissance. Et maintenant, on doit établir l'équation de la droite de charge. Alors, pour établir l'équation de la droite de charge, il faut qu'on fasse la maille d'entrée. Donc... Ah non, pardon. Ça doit être la droite d'attaque. Qu'est-ce qu'on avait marqué ? Conditions électriques.
trouver droite, sachant VBE, donc c'est la droite d'attaque. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la droite d'attaque, la droite de charge. Attendez. Nous, ce qu'on veut, c'est la droite de charge. Et la droite de charge, comme on l'avait marqué dans cet exercice-là, c'est IC en fonction de VCE. Donc IC en fonction de VCE, ici, on a VCE, IC en fonction de VCE, IC, IC. Ok. Et on doit donc prendre la maille qui passe par VCE. A priori, la maille de sortie, donc on a VCC, on a RC fois IC, on a VCE, on a RE, IE, voilà. Donc on a REIE, VCE, RCIC, et ce que je devais marquer, à mon avis, c'était VCC et pas VCE. Ok, égale 0. Pourquoi? Ok, parce que ici, si on considère cette maille-là, comme ça, mince. Si on considère cette maille-là, alors on va se retrouver avec RB qui ne doit pas participer à l'équation, il me semble. Du coup, là, on va rajouter un générateur de tension pour que tout soit à la même tension. Et du coup, notre maille de sortie va ressembler à ça. Et du coup, question de droite de charge, ça veut dire maille de sortie. On va demander, hein, tant qu'à faire. Mince. Pourquoi n'ajoutons pas la tension aux bornes de RB dans notre loi des mailles pour la maille de sortie. Alors, la raison est simple, la résistance RB ne fait physiquement pas partie de la maille de sortie.
Pour bien comprendre, il faut visualiser les boucles ou mailles du circuit. La loi des mailles ou loi des tensions de Kirchhoff stipule que la somme des tensions le long d'un chemin fermé est nulle. Dans ce montage, nous avons deux chemins principaux distincts. La maille de sortie ou maille collecteur-émetteur, c'est le chemin que parcourt le courant principal du transistor, le courant collecteur IC. Le chemin part de la source de tension VCC. Il traverse la résistance et le collecteur RC. Il passe à travers le transistor donc du collecteur vers l'émetteur. C'est ici qu'on trouve la tension VCE. Il traverse la résistance d'émetteur RE. Il retourne à la masse. OK. Visuellement, comme vous pouvez le voir, ce chemin n'implique jamais RB. La tension à ces bornes n'a donc aucune raison d'apparaître dans cette loi des mailles. L'équation, OK. OK. Parce que c'est vrai que si on fait une maille ici, on ne peut pas inclure RE. Et c'est un peu dommage. Du coup, on est obligé de la retourner à la masse. Tac. OK. Donc, on va faire notre lot d'émail. C'est RE, IE, plus VCE, plus RC, IC, moins VCC. OK. Égale 0. Maintenant, on n'a que RE, comme on a dit plus tôt dans l'exercice, IE égale IC. Donc on va pouvoir dire que RE IC qui est égal à environ... Enfin, on va voir comment LED fait. Comment on fait dans LED. Alors, on peut donc exprimer IC en fonction de VCE. Bon, OK. IE égale IC. On a VCC moins VCE qui est égal à IC fois RC plus RE. Non, apparemment, on n'a pas choisi de faire cette simplification-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que IE, c'est 1 plus 1 sur bêta plus VCE plus RC IC. Moins VCC égale 0. Comme nous, ce qu'on veut, c'est IC en fonction de VCE. Alors, on va tout passer d'un côté. On aura RE IC 1 plus 1 sur bêta plus RC IC qui est égal à VCC moins VCE. Là, si on factorise par IC, on a RE de 1 plus 1 sur bêta plus RC égale VCC moins VCE. Et maintenant, si on divise, ça fait VCC moins VCE. Le tout sur RE, facteur de 1
plus 1 sur bêta plus RC qui du coup égale à IC. Ok. Donc là, c'est notre droite de charge. Et on nous demande donc de tracer cette droite. Ok. Alors, pour tracer cette droite, d'ailleurs, d'abord, pour tracer cette droite, on a besoin des valeurs, on a besoin de l'application numérique. Donc, l'application numérique. Alors, est-ce qu'on nous donne VCC? Alors, je ne vais pas vous afficher, je vais juste reprendre de mon côté les valeurs. Donc, on nous dit que VCC, c'est 16 volts, moins VCE, qui est du coup notre variable, RE, qui est de 10 ohms, 1 plus 1 sur bêta. Et donc, voilà. Donc, au final, en fait, on prend RE 1 plus 1 sur bêta égale à RE, donc ça fait 10 plus RC qui vaut 150 ohms. « 16 moins VCE sur 160. » Ok. Donc, ce qu'on va prendre maintenant pour tracer la droite, c'est le point de blocage. Quand IC égale à 0. Donc IC égale à 0, c'est-à-dire qu'on a tout ça qui est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on a VCE qui vaut 16. Et du coup, VCE qui vaut 16 et d'un autre côté, IC qui vaut 0. Donc on est bien à ce point-là. Et de l'autre côté, le point de saturation, c'est quand le transistor se comporte comme un interrupteur fermé. Donc c'est-à-dire que ici, VCE vaut 0, la tension vaut 0, on va dire. Et du coup, point de saturation. Et du coup, c'est 16 moins 0 sur 160, fait 0,1 ampères. Du coup, on va reprendre nos droites. On est censé se trouver, donc ça fait milliampères, ça fait 100 milliampères. Et du coup, la tension qui vaut 0 parce que c'est un interrupteur fermé. Et du coup, on va pouvoir tracer notre droite de charge. Tac. Donc ça, c'était notre droite de charge. Maintenant, on va passer à la troisième question. Ah, peut-être un peu plus bas. Droite. Je vais d'abord lire la question. Établir l'équation de la droite de charge. Ah oui, non, ça c'est la 3. Attendez. Ah oui, non, ça c'était la 2. Et du coup, la 3, c'est tracer la courbe IC en fonction de f de IB du transistor. On désire obtenir le point de fonctionnement. Pardon, je n'affiche pas. IC égale
IC égale 50 mA et VC égale 8 volts. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode pour tracer la courbe? On choisit une tension VCE dans la zone de fonctionnement linéaire, là où les courbes sont horizontales. Par exemple, VCE égale 8 volts. On lit ensuite les valeurs de IC pour chaque IB. Et du coup, on prend par exemple pour IB égale 0,2 mA, on a IC qui vaut 20 mA. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, en fait, on va faire autrement. On va faire la maille d'entrée qui se trouve là. Donc, alors, je crois que dans le corrigé, on se complique pas la vie et on dit qu'on passe par 50 mA qui doit se trouver à peu près là. Oui, on avait déjà pris cette valeur. Et VCE qui est égal à 8 volts. Alors, on va plutôt essayer de réutiliser ce qu'on avait fait précédemment. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la droite. Alors, comment on a procédé? Alors, détermination du gain. Ah ben voilà. Donc ici, pour IB égal à 0,2 volts, on a un gain qui se situe, c'est 20 mA. 0,2 ampères envoie 20 mA. Un courant IB 0,2 mA permet IC 20 mA. Etc. Donc là, on a 40 pour 0,4, là, on a 60 pour 0,6, etc. Donc à chaque fois, on observe un facteur 100. Le gain du transistor, qu'on va donc tracer dans cette partie-là, est donc de 100. Donc c'est-à-dire que là, comme on est en milliampères, 0,2, 20. On va plutôt se prendre ici à 1 et à 100, ce sera plus précis. Tac. Non. Ok.
et à 100. Ok. Ok. Donc ça, c'est notre caractéristique de transfert. Et on souhaite obtenir le point de fonctionnement. Donc on souhaite obtenir le point de fonctionnement aussi appelé point de repos suivant. IC égale 50 milliampères et VC égale 8 volts. Et du coup, on nous demande de calculer la résistance RB. Donc en utilisant le gain qu'on a trouvé, IB égale à IC sur bêta. Donc ça veut dire qu'on a IB qui vaut 50 mA, 0,5 mA. On peut vérifier sur le graphique. Pour VCE égale à 8 volts, VCE égale à 8 volts, on remonte ici, on va à peu près là, et on tombe sur à peu près 0,5. Faire en vert, donc si on prend 8 volts, ok. Voilà, on retrouve à peu près 0,5 mA pour IB, ce qui est plutôt cohérent. Ok. Et maintenant, on utilise la loi des mailles dans la boucle d'entrée avec base et émetteur. C'est ce que j'avais voulu faire ici. Et là. Donc on prend la tension, on utilise la loi des mailles, on prend une tension base émetteur standard. Donc là, ce qu'on veut calculer, c'est RB. Donc c'est bien celle qui passe par là. C'est-à-dire qu'elle fait comme ça. On a VCE. Donc on va faire notre loi des mailles en fait. Calcul résistance RB. Loi des mailles. IC égale à 50 milliampères quand ICE égale 8 volts. Bon, ça, ok. Maille d'entrée. Donc, on a VBE. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. VBE plus RB IB moins VCC plus RE IE. Alors, pourquoi on a VCC? Parce que c'est la tension entre ce point-là et la masse, à mon avis. Égale 0. Et du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est celui-là. Donc, on a IB égale 50 milliampères. Du coup, on va tout virer de l'autre côté. On a VBE, enfin on va faire une petite manip avant.
plus RB fois bêta IC moins VCC plus RE IC égale 0. Là, on va pouvoir tout virer de l'autre côté. Donc, on aura IC facteur de RB fois bêta plus RE. Ouais, non, c'est gênant. Parce que du coup, c'est pas ce qu'on veut. Ici. Ben non, on va garder comme ça. Fois bêta RB plus RE IC. Ah ouais, mais non, en fait, on est obligé, si on va pouvoir simplifier, de factoriser. Donc ça nous fait RB fois bêta plus RE. Ok, qui est égal à VCC plus VBE. On divise par IC. Et on a ça qui vaut du coup... Donc, pour faire l'application numérique, on a VCC qui vaut 16 volts. « 16 moins 8. » Ok. Et IC, du coup, on a dit qu'il valait 50 milliampères. Donc, 50 fois 10 moins 3. Et donc, nous, on veut IC. On veut RB. Du coup, on va faire moins RE. On a dit que RE, c'était 10 ohms. Et le tout divisé par 100. Parce que c'est bêta. Si on fait notre calcul, 8 sur 50 fois 10 moins 3, moins 10 sur 100, je tombe sur 1,5, ce qui n'est pas du tout la bonne valeur. Alors, si je reprends... Ah oui, j'ai dit que IE égale à IC. Et apparemment, il ne fallait pas faire cette approximation-là. Il fallait plutôt faire un truc du style... Ça, c'est faux. Il fallait plutôt faire un truc du style... Donc RC IB plus RE IE égale VCC moins VBE. Donc ça, je crois qu'on l'avait pas trop mal fait, mais juste là, c'est IC plus IB. Et en fait, là, IB, il compte vachement. Donc c'est IB facteur de RB plus
1 plus bêta RE égale à VCC moins VBE. Donc RB égale VCC moins VBE. IB moins 1 plus bêta RE. Et du coup, quand on fait l'application numérique, ça fait 16 moins 0,6 tout sur 500 fois 10 moins 6. Mais alors du coup, pourquoi IB il vaut 10 moins 6? Nous, les 500 mA. Bon. Je ferai le calcul parce que j'ai un doute sur le 10 moins 6. Du coup, c'est censé être ça le calcul, donc ça fait 16 moins 0,6 sur 500 fois 10 puissance moins 6 moins 101,10. Et on veut à peu près 29 600. Alors pourquoi j'ai pas le bon calcul? Pourtant j'ai bien tout marqué. Donc c'est bien puissance 6, faire puissance moins 6. Ça fait à peu près 29,6 kOhms. Comment l'aide a fait? On utilise Waldemar pour la boucle d'entrée. On prend une tension base émetteur standard pour un transistor silicium. VBE égale 0,7 volts. RB égale... Bon, ok. L'exercice n'est pas une franche réussite. Espérons qu'il n'en soit pas de même pour les suivants. L'exercice suivant, ça tombe bien, on va le traiter maintenant. C'est un transistor bipolaire en commutation. Ok, alors le temps que je l'importe. Tac. Il est là. Donc soit le montage suivant, EG, un générateur de tension périodique dont le chronogramme de sa tension est représenté ci-dessous. Les résistances RB ont été dimensionnées de telle sorte que le transistor fonctionne en régime de commutation. On va prendre la petite fiche qu'on nous avait fait tout à l'heure pour savoir ce que c'est que le régime de commutation. Et c'est pas précisé, donc on va juste demander qu'est-ce que le régime de commutation. Les intervalles de temps correspondant à l'état bloqué et à l'état saturé du transistor. Alors, EG, quand EG égale
Donc, le régime de commutation n'est pas un troisième régime physique du transistor, mais plutôt une manière de l'utiliser en le faisant basculer rapidement entre deux états extrêmes, le blocage et la saturation. En régime de commutation, le transistor n'est plus utilisé comme un amplificateur, c'est-à-dire comme dans le régime linéaire, mais comme un interrupteur commandé par un courant. Ok, donc indiquer sur le chronogramme EG les intervalles de temps correspondant à l'état bloqué et à l'état saturé. Donc, alors EG, on voit que c'est la tension qui arrive dans la base. Et comme on a la loi d'Ohm sur RB, ben, du coup on peut dire que là, notre tension, enfin, ici c'est saturé, ici c'est bloqué, saturé, bloqué, saturé. Alors, on va vérifier quand même. Là, donc oui, en effet, le signal EG est le signal de commande. C'est la tension qui va déterminer si un courant de base IB circule ou non, et donc si le transistor est passant ou bloqué. Une tension positive est appliquée à la base à travers la résistance RB. Cela crée un courant de base IB qui rentre dans le transistor. Comme le montage est dimensionné pour la commutation, ce courant est suffisamment fort pour rendre le transistor complètement passant. C'est l'état saturé. Et quand EG est à un niveau bas, tension nulle de 0 V, il n'y a pas de tension pour pousser le courant dans la base. Le courant de base IB est donc nul. Sans courant de commande, le transistor ne peut pas conduire. C'est l'état bloqué. Préciser les valeurs VCE lorsque le transistor est bloqué et lorsqu'il est saturé. Donc, de 0 à T sur 2, il est saturé. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un fil. Et nous, VCE est ici. VCE, EI. Voilà, si on fait, donc pour notre deuxième question, loi des mailles dans la maille de sortie, on a VC moins RCIC et du coup VCE il est saturé donc c'est nul, qui est égal à 0. Ah oui, donc en fait, quand c'est saturé, c'est un fil. C'est-à-dire que là, la tension VCE, elle vaut 0. Ensuite, quand c'est la tension VCE, c'est un interrupteur ouvert. Donc c'est comme si on avait ouais, donc là, c'est un peu un gros raccourci. Si alors on va regarder parce que je me dis VCE qui est ici, si là on a un trou, alors là on a la base du coup, là on a un interrupteur,
Et du coup, on a VC moins RCIC moins VCE qui est égal à 0. Et comme nous, on veut VCE, on a VCE qui est égal à VC moins RCIC. Bon. Regardez ce qu'on nous propose. Donc la tension VCE est la tension de sortie mesurée entre le courant, le collecteur et l'émetteur lorsque le transistor est bloqué. L'interrupteur est donc ouvert. Le courant de collecteur ici est nul. Donc, il n'y a donc pas de chute de tension aux bornes de la résistance RC. Le collecteur est donc directement connecté à la tension d'alimentation VC. Lorsque le transistor est bloqué, le courant est nul, il n'y a donc pas de chute de tension, le collecteur est donc directement connecté à la tension VCC. Et du coup, on a VCE qui est égal à VC. Et... Wesh. Alors... Ok. Et donc là, on a VC. Et du coup, le transistor le plus passant possible se comporte presque comme un fil. La tension entre le collecteur et son émetteur chute à sa valeur minimale appelée tension de déchet ou tension de saturation. Cette valeur est très faible, typiquement autour de 0,2 volts. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'exercice sur transistor bipolaire de commutation? Bon, ok. Bon, on va dire que c'est 0 ou 0,2. Bon. Voilà, environ. Et enfin, tracer le chronogramme de VCE. On l'a fait. Donc, de 0 à T sur 2, c'est EG en haut. En fait, c'est suivant comment on choisit. Donc, transistor est saturé. Il commence par être saturé. Ah voilà. Niveau bas, oui. Bon, ok. Donc, le dessin était bien celui qui était attendu. Donc, c'est cool. Maintenant, exercice suivant. En vrai, je pense qu'on va simplement lire l'énoncé. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on utilise un montage Darlington afin d'alimenter un moteur à courant continu. L'intensité IM du moteur est supposée constante. On donne E égale 24 volts, IM égale 2A. Ok, on mettra IB bien inférieur à IC pour les deux transistors, exprimé en UM en fonction de UG. Bon, ok, on regardera ces questions plus tard. Voilà, c'était déjà une vidéo suffisamment longue. Merci de l'avoir regardée et puis je vous dis à la prochaine.